Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du 19h30. Voici les titres. Après 3 mois de travaux, le président de l'Assemblée nationale a procédé à la clôture de la première session ordinaire de l'année 2023. C'était l'occasion pour Louis Vlavonou de faire le point des activités menées au cours de cette session. Les explications sont à retrouver dans un instant. Le gouvernement a décidé de proroger la durée de la période transitoire de 5 à 10 ans compte tenu de la réforme technique sur la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin. Pour plus d'éclaircissement, le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier a fait une déclaration de presse que vous suivrez dans ce journal. Et pour finir, la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'ANCB a tenu sa première session officielle à Grand Popo. En présence de maires et plusieurs autres acteurs, la thématique de la participation citoyenne dans le secteur de la décentralisation a été évoquée. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Après 3 mois de travaux, le président de l'Assemblée nationale a procédé à la clôture de la première session ordinaire de l'année 2023. C'était l'occasion pour Louis Vlavonou de faire le point des activités menées au cours de cette session. Suivez ici ses explications au micro de Emma Rodon. La première session ordinaire de l'année 2023 a été ouverte le jeudi 13 avril 2023. Au cours des 3 mois de travaux que nous sommes en train de boucler ce jour, l'Assemblée nationale s'est réunie en 9 séances plénières pour se pencher sur quelques dossiers. Dossiers qu'on peut répartir en 3 volets. Il y a la production législative, le contrôle de l'action gouvernementale et les autres activités. Production législative. Au cours de la période de référence, l'Assemblée nationale a examiné en seconde délibération, en sa séance plénière du jeudi 12-22-2023, la loi 2022-36 portant gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin. Contrôle de l'action gouvernementale. Au cours de cette première session ordinaire de l'année 2023, l'Assemblée nationale a examiné 4 questions d'actualité, 2 questions orales sans débat et 1 question orale avec débat. En ce qui concerne les questions d'actualité, elles sont relatives, premièrement, au drame survenu à Dassazoumé, deuxièmement, à l'explosion de la caserne de Tofo. Troisièmement, aux perturbations observées dans la fourniture de l'énergie électrique. Quatrièmement, à l'atténuation des effets du terrorisme dans les zones affectées. En ce qui concerne les questions orales sans débat, elles sont relatives, premièrement, à la suspension des avantages accordés aux agents des collectivités territoriales. Deuxièmement, aux tarifs de passage pour les véhicules légers au poste de péage de Tinti dans la commune de Natitengu. En ce qui concerne la question orale avec débat, l'unique question orale avec débat que nous avons examinée au cours de cette session est celle relative à la qualité des prestations du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga et qui a fait l'objet d'une communication du gouvernement ce jour. À l'occasion de la réforme technique intervenue en 2017 sur la loi numéro 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, le gouvernement a prorogé la durée de la période transitoire de 5 à 10 ans. À ce sujet, le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier a fait une déclaration de presse pour éclairer les populations. Suivons Victorien Koublenou au micro de Teddy Koudalou. Pour comprendre ce qui va se passer, il faut se rappeler que ce qui se passe actuellement est simple en matière de formalisation
de droit de propriété foncière. En effet, pendant la période transitoire dans laquelle nous sommes toujours et qui prendra fin dans quelques semaines, c'est-à-dire de 2013 à ce jour, eh bien, les parties à une transaction foncière, que ce soit l'achat ou la vente de parcelles, notamment, contractent librement leur vente d'immeubles, peu importe que l'immeuble objet de l'opération soit couvert ou non par le titre foncier, qui est l'acte consécratoire de la propriété. Autrement dit, jusqu'à cet instant précis, tout détenteur de terre, de parcelles non nantis de titre foncier a la possibilité de transiger librement, c'est-à-dire d'opérer une vente sur cette parcelle. Il suffit, pour la régularité formelle de la transaction, que l'un des modes prévus par l'article 516 soit choisi ou respecté. Aucune condition de fonds spécifique liée à la sécurité du bien objet de la transaction n'est exigée. Mais l'article 516 du Code foncier et domanial prévoit qu'à l'expiration du délai de transition ou du délai transitoire, c'est l'article 17 cité supra qui sera mis en vigueur. On se rappelle donc que l'article 17 prévoit en son alinéa premier que pour vendre un fonds de terre ou un immeuble, la vente doit être précédée par la confirmation des droits détenus sur le dit immeuble, à savoir l'obtention d'un titre foncier. C'est ce qui va changer avec l'expiration de la période transitoire. Retenons donc que toute personne qui prendra l'initiative de vendre une parcelle, un bien bâti ou non, devra désormais se faire délivrer un titre foncier au niveau de l'ANDF avant de le vendre. Par contre, la loi prévoit un assouplissement pour tenir compte des réalités. Suivons à nouveau le directeur de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Comme la loi est conforme aux pratiques et doit réguler les pratiques, le législateur a prévu un assouplissement pour tenir compte des réalités qui sont les nôtres. C'est pour ça, l'alinéa 2 de l'article 17 du Code foncier et domanial prévoit qu'à défaut d'obtenir un titre foncier avant la vente, il est possible d'obtenir auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier un certificat d'appartenance dont le délai de validité mentionné au bas du dit document est d'1 an non renouvelable. Deux choses essentielles doivent être retenues. Premièrement, il n'est délivré qu'un seul certificat d'appartenance sur un même bien immeuble. Deuxièmement, le dit certificat d'appartenance n'est pas délivré en tant qu'acte personnel, mais plutôt en tant qu'acte foncier et seulement à l'occasion d'une vente. Le certificat d'appartenance est obtenu dans les bureaux communaux du domaine et du foncier de l'Agence nationale du domaine et du foncier sur requête d'un requérant. L'arrêté 2020, numéro 0760, en a fixé le prix à 50 000 francs. Et les pièces à retenir et déposer pour l'obtenir
sont affichés dans les bureaux communaux du domaine et du foncier. Le principal effet de l'expiration de la période transitoire est la réduction substantielle des litiges fonciers. Le législateur a prévu ce mécanisme qui est fondé sur la logique juridique de la vente d'un bien dont on est propriétaire pour limiter et juguler l'insécurité foncière dans notre pays. Le Bénin abrite depuis hier la 18e Assemblée générale des cautions nationales du transit routier inter-État au sein de la CEDEAO. Les travaux prévus pour 2 jours ont mobilisé des acteurs venus de divers horizons. Les participants ont eu à faire le bilan de leurs activités et échanger sur les défis auxquels ils sont confrontés. Ingrid Day. En conclave à Cotonou, les membres de la coordination des cautions nationales du transit routier inter-État au sein de la CEDEAO passent au peigne fin leur rapport d'activité. À cette 18e Assemblée générale de l'association, ces participants venus de divers horizons sont également invités à réfléchir sur les nouvelles orientations à donner à leur feuille de route afin d'offrir une meilleure garantie des services. Votre présence vient témoigner l'importance qui est accordée à notre organisation et aux défis partagés d'un espace unifié fluide pour les échanges commerciaux. C'est pour cela que de notre part, nous souhaitons vivement que les délibérations de cette 18e Assemblée générale accouchent des résolutions et engagements visant la prise en charge efficace et rassurante de la garantie des opérations de transit. Vont également faire objet de discussion à cette réunion le rapport financier et la position de l'association à l'aune des réformes en cours dans le secteur, suivi de l'état de leur mise en œuvre. Vous savez que nos chefs d'État ont adopté en décembre 2021 2 nouveaux textes qui vont régir le transit communautaire avec un nouveau dispositif de garantie à partir duquel donc, nous devons nous positionner. Et il s'agira pour nous donc de voir, après une étude qui a été faite, nous avons fait l'état des lieux, nous avons fait des missions de benchmarking, nous avons réalisé une étude de faisabilité, notre positionnement, et nos présidents se sont réunis pour délibérer sur, en tout cas adopter cette étude-là et donner des orientations par rapport donc à sa mise en œuvre. Les échanges s'étendent sur 48 heures et ont mobilisé des participants venus de 10 pays membres de la CEDEAO. Le ministère de la Justice et de la Législation a procédé dans la matinée de ce vendredi à la remise de 3 nouveaux fourgons au profit de l'agence pénitentiaire béninoise. Ces véhicules serviront au transport des détenus afin de faciliter les transferts entre les centres de détention ou les hôpitaux. Voici le compte-rendu de la remise officielle. De nouveaux fourgons ont été attribués à l'agence pénitentiaire du Bénin. Le déplacement des détenus vers les autres juridictions ou centres de santé est ainsi assuré. Une mise à disposition de matériel roulant qui vise à faciliter la vie carcérale. Cela participe à l'amélioration de la vie de nos parents, amis, frères et sœurs qui ont été, à certains moments de la vie, n'ont pas respecté les tests que le législateur béninois s'est donné. Donc ils ont été en conflit avec la loi. Dans ce cadre, le gouvernement se donne la tâche non seulement de leur faciliter la vie, de les accompagner à vivre ce séjour dans des conditions édictées par les droits de l'homme. C'est dans ce cadre que vous avez ces 3 véhicules pour faciliter leur déplacement vers les juridictions, vers les centres de santé et pour que le service public de la justice, ce service puisse davantage être amélioré et que ce service soit de meilleure qualité. Donc, je vous remets au nom du gouvernement béninois et surtout au nom du ministre de la Justice ces clés. Vous avez les 3 véhicules, je vous les remets pour que vous puissiez continuer à votre tour le service public de la justice.
La dotation est constituée de 3 véhicules de marque Toyota à destination des maisons d'arrêt d'Abomey-Calavi, de Savalou et de Natitengu. Des véhicules qui viennent à point nommé au regard des qualités technologiques et sécuritaires qu'ils possèdent. C'est des véhicules, contrairement aux autres acquisitions, c'est des véhicules qui peuvent prendre jusqu'à 30 détenus, qui sont fortement équipés d'un dispositif de sécurité. À l'intérieur de chaque véhicule, vous avez un poste émetteur-récepteur qui permet justement au chef de bord d'être constamment en liaison avec la base. Et également, vous avez un dispositif de vidéosurveillance qui permet également aux conducteurs et aux chefs de bord de voir ce qui se passe à l'intérieur du véhicule et également l'extérieur. Donc tous ces 3 véhicules sont diesel et fortement adaptés à notre climat et je pense que ça va beaucoup contribuer au transport des détenus. Depuis 2020, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice et de la Législation, met à disposition des moyens roulants au profit de l'agence pénitentiaire du Bénin. L'atelier des 3 projets hydrogène financés par le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a été lancé cette semaine. L'activité a réuni à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques à Abomey des acteurs et chercheurs du monde scientifique. Les initiatives priorisent la promotion des ressources énergétiques pour la réduction de production des gaz à effet de serre. Imet Hélène Amoussou. Objet de débat ici, les idées ont été retenues à l'issue d'un appel à projet. Les 3 initiatives visent à développer des actions dont le but est de réduire la production des gaz à effet de serre. Dénommés projets hydrogène, ils sont financés par le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, FNR-CIT. Les présentes assises servent de cadre officiel à la mise en route des 10 projets. Conscient des enjeux futurs, le FNR-CIT a donc sélectionné 3 laboratoires pour se lancer dans cette recherche. Il s'agit d'un premier laboratoire qui va s'occuper de la production du biohydrogène, qui sera la valorisation des déchets biodégradables en biohydrogène par le tri, le reformage du biogaz. Le laboratoire numéro 2 se chargera de la conception d'un moteur à hydrogène. Ce laboratoire nous permettra donc de valoriser l'hydrogène de la biomasse, donc à transformer les moteurs à combustion afin d'obtenir des moteurs qui vont directement utiliser de l'hydrogène synthétisé. Le laboratoire numéro 3 s'occupera de la production de l'électricité à partir du bihydrogène. Alors, le financement de la recherche et de l'innovation pour des projets d'actualité, tels que le financement des projets sur l'hydrogène en tant que source d'énergie, est une très bonne chose. Nous souhaitons donc que les fonds mis à disposition, quoique modestes, servent à avoir des résultats qui vont permettre aux décideurs de mettre plus de moyens à disposition. Parmi les vecteurs énergétiques potentiellement utilisables, le dihydrogène s'avère être une alternative sérieuse comparativement aux énergies fossiles. Au Bénin, les dispositions sont prises en vue de positionner le pays sur les technologies énergétiques vertes et inciter à la recherche des possibilités de valorisation de ce potentiel énergétique. Donc je félicite très sincèrement les responsables de laboratoires qui ont eu le génie de faire des protocoles qui vont dans le sens de produire et de l'utilisation effectivement de l'énergie. La plupart des pays au monde et surtout les pays développés se penchent dorénavant sur la question des ressources énergétiques, de substitution aux énergies fossiles. C'est ce qui motive le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à créer des pôles de compétences dans la production, la transformation et l'utilisation des énergies du futur pour le développement de notre pays. Tout ceci, du moins, passe par les universités thématiques de spécialité énergétique et le financement de la recherche à travers les travaux de recherche réalisés par des équipes pluridisciplinaires des instituts et laboratoires de notre pays. Inscrits au rang des projets de la filière des énergies renouvelables, les initiatives ainsi lancées dénotent aussi de l'engagement de l'exécutif à contribuer au développement socio-économique à travers des actions concrètes et innovantes.
Nous allons à présent dans l'OME, cette fois-ci pour parler agriculture. Les acteurs du secteur en service dans le département ont tenu leur revue au titre du deuxième trimestre de l'année 2023. Cette activité a été consacrée à l'évaluation des résultats issus de la mise en œuvre des recommandations formulées l'an dernier. Les travaux ont été lancés par le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'OME. Reportage Emma Rodonou. 6 mois après la mise en œuvre des recommandations retenues en 2022 pour l'amélioration du secteur agricole dans le département de l'OME, voici à nouveau les acteurs de ce secteur qui sont réunis pour rendre compte des performances réalisées. Il s'agit de la revue du secteur au titre du deuxième trimestre de l'année 2023. La revue, dois-je rappeler, reste indéniablement pour nous la meilleure tribune d'échange pour évaluer la performance des acteurs du secteur agricole que nous sommes et aussi singulièrement la performance des filières promues au niveau du département de l'OME qui relève du pôle de développement agricole 7. Des propositions pertinentes sortiront sans aucun doute de vos fructueuses réflexions pour améliorer les performances de chaque acteur, puis des filières, et ensuite pour juguler certaines difficultés qui entravent le développement harmonieux du secteur agricole au niveau du département de l'OME. Les résultats présentés dans les différents sous-secteurs font état de ce que de belles performances agricoles ont été réalisées dans le département de l'OME à la date du 30 juin 2023. Et ceci grâce d'une part aux appuis techniques apportés par la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche aux producteurs et d'autre part à la régularité des pluies. Nous avons une condition de mise en œuvre de la campagne très rayonnante à travers déjà les hauteurs d'eau enregistrées dans le département. À fin juin, on a enregistré une pluviométrie de plus de 700 mm d'eau en 37 jours. Cette pluviométrie a permis le développement des spéculations végétales en général. Donc par rapport au groupe de culture céréales, que par exemple nous avons le maïs, le riz, d'accord, qui sont essentiellement produits chez nous dans l'OME. Nous sommes déjà, pour les perspectives attendues, c'est 4%. La superficie enregistrée déjà à fin juin, c'est une superficie qui augure une bonne perspective pour atteindre l'objectif d'un taux d'accroissement de 4%. Quand je prends les racines tubercules, à savoir le manioc, la patate douce, aussi c'est projeté atteindre un taux d'accroissement de 9% par rapport à la réalisation de la campagne passée. Donc quand on fait le bilan aujourd'hui au 30 juin, je pense que nous sommes déjà proches de ce taux d'accroissement affiché. Les travaux de cette revue vont s'étaler sur 3 jours au bout desquels de nouvelles recommandations seront formulées pour le développement du secteur agricole dans le département de l'OME. Je le disais en titre, la première session officielle de la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'Association nationale des communes du Bénin a eu lieu ce jeudi à Grand Popo. En présence des maires, des représentants de structures publiques et des cadres communaux de l'ANCB, des échanges se sont tenus sur la thématique de la participation citoyenne dans le secteur de la décentralisation. Suivons. Les défis de la participation citoyenne à l'heure de la réforme structurelle de la décentralisation. Voici le thème de la première session de l'année 2023 de la commission thématique champ, affaires sociales et de la participation citoyenne de l'ANCB. Pour mettre en lumière l'efficacité de cette commission, les membres ayant décidé d'aborder de façon approfondie une seule thématique par session est aujourd'hui à l'heure de la participation citoyenne. Ceci nous offre l'occasion aujourd'hui d'échanger avec plusieurs acteurs, les acteurs de la société civile, les acteurs du ministère et les communes. Les objectifs de cette présente session qui porte sur la participation citoyenne sont bien connus. Clarifier la thématique de la participation citoyenne suivant le cadre, échanger sur les défis majeurs de la participation citoyenne dans l'élaboration des points de développement communal et bien d'autres. Mais les attentes sont aussi bien visées. Mesdames et messieurs, au thème des 2 jours de notre session,
La notion de la participation citoyenne ne devrait donc plus avoir de secret pour aucun d'entre nous. Je voudrais donc nous inviter à être assidus et concentrés pour non seulement tirer le meilleur des échanges, mais également formuler des recommandations au Bureau national de l'Association nationale des communes du Bénin. L'assiduité, les participants en ont eu. Après avoir suivi les différentes communications et suite aux différents échanges, ces derniers sortent mieux outillés sur la thématique de la participation citoyenne. Ce qu'il faut retenir déjà des communications que nous avons eues ce matin, il y a des communications qui portent sur les notions conceptuelles, mais aussi sur les expériences terrain menées par les différents acteurs. Ce qu'il convient de retenir, n'est-ce pas, de la participation citoyenne en termes d'acteurs et d'outils, c'est que nous avons d'une part les acteurs de l'offre, qui ne sont rien d'autre que les décideurs communaux et toutes les personnes ressources qui les accompagnent, c'est-à-dire le maire, les adjoints au maire, les autres élus, mais aussi les cadres techniques. Cet atelier va permettre à la population de mieux s'impliquer dans la gestion des affaires communales. Prévu pour 2 jours, cette séance a pris fin ce vendredi 14 juillet 2023. Après 5 années de mise en œuvre dans le département du Plateau, le projet d'activité de service de santé intégrée a pris fin. Ces actions impactaient plus de 800 000 personnes dans le domaine de la santé maternelle, infantile et adolescente. La cérémonie de clôture s'est déroulée dans la commune de Pobé, en présence des responsables du projet et du préfet du département du Plateau. Reportage. Après le département du Plateau, c'est au tour du département de Lomé d'avoir son atelier de dissémination des résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet ISA. Financé par l'USAID, le projet ISA entendait activités de services de santé intégrés, a duré 5 ans et cet atelier a agi sur la mortalité et la morbidité maternelle, néonatale et infantile. Nous avons travaillé pendant près de 5 ans pour améliorer la qualité des soins de la mère et de l'enfant, mais avec l'implication forte des autorités locales. Et nous avons travaillé avec plusieurs ministères. Je suis particulièrement contente de la mobilisation de tous les acteurs dans le département pour résoudre le défi de la santé maternelle. Vous l'avez remarqué dans la salle, nous avons la préfecture, nous avons les mairies, nous avons le département de la santé, les départements pour les affaires sociales et le développement économique. Nous avons les représentants du ministère de la police judiciaire. Ce sont tous des acteurs qui se sont mis ensemble pour trouver des solutions de résoudre des défis afin d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Et je dois dire que je suis particulièrement impressionnée par les résultats que nous avons pu réaliser ensemble. La situation de la santé de la mère et de la santé de l'enfant, ainsi que la santé de la reproduction, reste un grand défi pour tout notre pays. Et c'est pour cela que l'USAID, face à cette situation, voudrait encore continuer à appuyer le Bénin, à appuyer le ministère de la Santé pour les 5 prochaines années à venir et pouvoir financer des activités pour que nous puissions faire progresser les objectifs du gouvernement du Bénin. Dans le rang des acteurs et des bénéficiaires du projet ISA, c'est le grand satisfecit au point où un plaidoyer est fait pour la pérennisation du projet. Merci au projet ISA. Merci à l'USAID et l'Amérique. Tant qu'il y a des hommes sur la terre, nous aurons toujours besoin d'autres projets tels que le projet ISA pour faciliter la vie à nos enfants, la vie à nos différentes populations. Vous allez être notre porte-parole pour nos mots de gratitude à l'endroit de tous les partenaires de ce projet et les rassurer que le volet suivant de ce projet, nous sommes prêts à l'accompagner, à travailler avec le même engagement
pour atteindre encore des résultats beaucoup plus probants dans le département de Lomé. Réalisé au grand bonheur des populations vulnérables, le projet ISSA a en 5 ans d'existence laissé des traces indélébiles dans l'offre de services de santé de qualité dans les départements où il a été mis en œuvre, à savoir la Liborie, la Takora, le Plateau et l'Ouémé. La Loterie nationale du Bénin LMB met à la disposition des parieurs un nouveau produit. Il s'agit d'une innovation technologique qui facilite désormais la vie aux consommateurs des services de l'institution. Le lancement de ce nouveau loto en ligne a eu lieu hier à Cotonou au détour d'une conférence de presse suivie d'une caravane. Voici le point de Clément Achadé. C'est une caravane qui vient annoncer les couleurs d'une innovation légendaire de la Loterie nationale du Bénin. Il s'agit de l'auto 5 sur 90 qui existait mais qui réapparaît sous une forme digitale. Et pour présenter le nouveau-né au public, notamment aux parieurs, le directeur général de la Loterie nationale du Bénin face aux médias pour exposer les motivations de cette révolution. Le but visé, c'est de donner plus d'opportunités à nos parieurs, de donner davantage d'occasions de jouer. Donc le passage de 2 tirages quotidiens à 3 tirages quotidiens est le premier élément d'évolution que nous introduisons. Le second élément que nous introduisons, qui aussi est un progrès, je dirais même une nouvelle ère, c'est que jusque-là, nous faisons le loto à travers un réseau physique, c'est-à-dire des personnes qui détiennent les machines de la loterie, auprès de qui on se porte physiquement pour prendre ces paris qui sont centralisés sur notre plateforme et traités, puis les gains sont libérés. Nous voulons passer à la digitalisation. À cette phase-là, sur nos téléphones, sur notre ordinateur, on pourrait prendre les paris, parce qu'on aurait un portefeuille électronique à cet effet, et on pourrait aussi se faire payer de son gain. Après cette séance d'explication entre la LNB et les professionnels des médias, les caravaniers ont fait le tour de la ville de Cotonou en passant par des points stratégiques. Objectif, annoncer la bonne nouvelle aux citoyens afin de leur permettre de bénéficier des avantages y afférents. Grâce à la conférence de presse qui a précédé la caravane, les inquiétudes ont été dissipées. C'est jouer sans se déplacer. C'est jouer dans le confort de son foyer. C'est jouer de façon discrète pour le profil de la société qui ne daigne pas se porter vers les centres de jeu. En tant que journaliste, je suis convaincu que vous avez un attachement à la communauté et aux acteurs de la communauté. Vous pourriez vous demander à juste titre, et je vous soupçonne de vous poser déjà cette question humaine, généreuse, qu'adviendra-t-il des milliers de personnes qui s'occupent de la distribution de nos produits par le réseau physique? Mais alors, rien de mal, parce que le tirage digital cible une clientèle particulière. La rencontre avec les médias a aussi permis au directeur général de la Loterie nationale du Bénin de passer en revue les performances de cette entreprise publique. Avec ces dernières réformes et son réajustement institutionnel, la LNB a réussi à croître son chiffre d'affaires en passant de 10 milliards à 80 milliards de francs CFA. Et ce sera tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Bon week-end à chacun et à tous.